commencer. Alors bonjour, bienvenue à tous à cette session sur comment créer un soutien politique à l'action préventive. Merci infiniment de vous joindre à nous. Donc juste pour vous expliquer que en bas, c'est une session qui va être en français, en anglais et en espagnol. Donc en bas de l'écran, vous avez la possibilité de choisir dans quelle langue vous voulez suivre cette conversation. So for the English speakers that don't understand why I'm speaking in French right now, it's a session that's going to be in 3 different languages, French, English, and Spanish, and you can choose your language down on the screen. Y lo mismo para los hispanohablantes que están con nosotros hoy. Hay una posibilidad de escoger su idioma abajo de la pantalla y decidir que quieren escuchar la sesión en español. Donc, je vais continuer en français. Donc, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Céline, je travaille avec le Centre de coopération internationale, qui est un think tank qui est basé au sein de l'Université de New York. Et on travaille particulièrement pour soutenir l'agenda de prévention au sein des Nations Unies. Et quand on travaille avec des acteurs nationaux et des acteurs locaux, il y a une question qui nous revient toujours, c'est quels arguments est-ce que vous utilisez pour convaincre les décideurs politiques de mettre en œuvre un système de prévention. Et donc, l'objectif de cette session, c'est de répondre à cette question. Parce que vous pouvez avoir les meilleures données, les meilleurs modèles prédictifs, si vous n'avez pas un soutien politique pour mettre en œuvre des actions préventives, la plupart de vos efforts resteront vains. Le problème, c'est que parfois, c'est difficile de convaincre les décideurs politiques, les gouvernements locaux, nationaux, d'investir dans la prévention parce que la prévention, finalement, c'est prouver un fait contraire. C'est montrer que si vous n'investissez pas en prévention, vous aurez des problèmes de violence terribles. C'est aussi investir dans le long terme. Ce n'est pas répondre à une crise immédiate qui se déroule sous vos yeux, mais c'est de penser au futur. Et ça a un coût. Alors, en réalité, la prévention, c'est beaucoup moins cher que de ne pas faire de prévention, mais quand même, à court terme, il faut convaincre les décideurs politiques d'investir dans la prévention. Donc, ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre des systèmes de prévention, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible parce que ça a été fait, ça continue d'être fait. Et donc, on va donner la parole aujourd'hui à des experts qui travaillent avec des gouvernements, qui ont mis en œuvre ces systèmes de prévention pour qu'ils expliquent qu'est-ce qui a créé le soutien politique pour la prévention au sein de leur gouvernement. Et notre espoir, c'est qu'au sein de cette audience, peut-être que certains d'entre vous sont en train d'essayer de mettre en œuvre des programmes de prévention et que vous pourrez utiliser certains de ces arguments pour créer un soutien politique pour la prévention dans vos pays. Donc, la manière dont ça va se passer, c'est que je vais vous présenter le panel, je vais leur poser quelques questions et ensuite, on va ouvrir la discussion à l'audience. Donc, vous pourrez poser des questions dans le chat, mais en fait, comme apparemment on est tous dans la même salle, vous pourrez aussi simplement prendre la parole et poser vos questions aux différents panélistes. Donc, le panéliste est composé des personnes suivantes. Madame Nela Fekki, qui est vice-présidente de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme en Tunisie. Monsieur Ekansa Gabriel Yoman, qui est directeur du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce en Côte d'Ivoire. Et Madame Maria Lucia Upegui Mejia, qui est ancienne sous-secrétaire à la sécurité et à la coexistence de la municipalité de Bogota en Colombie. Et au sein de notre projet, on a visité ces 3 programmes et on a été extrêmement impressionnés par ce qui a été fait et l'espace politique qui a été créé. Donc, je me réjouis énormément d'écouter les présentations et de partager ça avec vous. Donc, maintenant, je vais me tourner vers le panel afin qu'ils se présentent et qu'ils présentent leur organisation. Donc, ma première question, c'est simplement présentez s'il vous plaît votre organisation et qu'est-ce que vous tentez de réaliser en termes de prévention. Et Madame Fekki, si je peux me tourner tout d'abord vers vous. Et on ne vous entend pas parce que votre microphone n'est pas allumé. Oui, merci. Merci Céline. Merci. Donc, je tiens tout d'abord à remercier le Centre international de coopération de l'Université de New York pour cette opportunité d'échange et de partage d'expériences. Je me réjouis également de partager ce panel avec Madame Maria de l'Espagne et Monsieur Yoman également. Donc, pour revenir à la question, pour présenter l'organisme à qui j'appartiens, donc il s'agit de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, que je citerai donc par abréviation durant mon intervention CNLCT, donc
pour abréger la nomination, définir ou parler de cette organisation, je voudrais tout d'abord peut-être présenter le contexte auquel nous avons pensé à créer la CNLCT. C'était justement durant la période post-révolutionnaire de 2011 qu'a vécu la Tunisie, donc avec les troubles et les tensions, disons, économiques, sociales, politiques, une transition démocratique. Et donc, cet environnement et ce climat dont on a bien profité les groupes extrémistes justement pour se réorganiser et pour commettre des attaques terroristes qui ont ciblé, ils ont ciblé les autorités policières, militaires, des personnalités politiques, des zones frontalières, également des touristes. Et donc cette période marquée donc, par la recrudescence du terrorisme, la Tunisie n'a pas tardé à riposter, bien sûr sur le terrain, par la réponse militaire sécuritaire, mais également par la réforme et le développement de son dispositif légal, juridique et stratégique. Donc, la création de la CNLCT, qui est créée par la loi antiterroriste de 2015, la loi organique numéro 26 de 2015, a justement créé la CNLCT, qui vient comme un mécanisme institutionnel créé par la loi au sein de la présidence du gouvernement. Il est présidé par un représentant du président du gouvernement et le vice-président et un représentant du ministère de la Justice. Il regroupe donc 22 membres, donc 20 ministères qui représentent des ministères dont la majorité des ministères à vocation non sécuritaire. Donc, ils sont au nombre de à peu près 20, donc on a presque 13 ministères, donc l'éducation, les affaires culturelles, la jeunesse, le sport, également la femme, les affaires sociales, l'enseignement, donc tout ce qui se rapporte à cette approche, si vous voulez, une approche holistique et globale, d'abord donc pour combattre le terrorisme, mais également pour compléter la réponse militaire et sécuritaire par une approche qui vise essentiellement à répondre directement aux facteurs en prenant des mesures préventives systématiques. Donc, les facteurs qui favorisent l'extrémisme, donc qui peuvent mener au terrorisme. C'est pour ça que donc le cadre juridique, la loi a créé cette commission nationale de lutte contre le terrorisme et dont je suis donc la vice-présidente. La loi également a prévu et a attribué plusieurs prérogatives qui sont de nature stratégique. Donc, la commission est tenue d'émettre des principes directeurs permettant donc de prévenir et de lutter contre le terrorisme et soutenir l'effort national et international dans sa lutte contre toutes les formes de terrorisme. Également un rôle de sensibilisation dans la mesure où elle diffuse la conscience et la prise de conscience sociale des dangers du terrorisme, donc à travers des campagnes de sensibilisation, à travers des formations, à travers des programmes culturels, éducatifs, et également donc avec des missions de coordination qui sont le principal activités ou les principales missions de la commission, c'est justement d'assurer cette coordination entre les différents acteurs étatiques et non étatiques, établir donc une coopération avec les acteurs non étatiques, tels que les organisations de la société civile et les organisations internationales, donc actifs en prévention de l'extrémisme violent, et coordonner tous les efforts de ces acteurs-là. Donc, pour les activités de la commission, elle est installée depuis mars 2016, donc on est à 5 ans maintenant depuis la création de la CNLCT.
elle est tenue par la loi donc d'établir un rapport annuel pour ses activités. Elle vient donc maintenant de publier son premier rapport d'activité de 2016 à 2019. Ce rapport, il retrace pratiquement toutes les activités qui ont été faites durant la commission, essentiellement en matière de prévention de l'extrémisme violent, tous les programmes qui ont été mis en place. Et donc, ce rapport, maintenant, il est publié en langue arabe. Une version en langue anglaise est en train d'être finalisée. Je propose peut-être à Céline donc, de lui transmettre le lien de ce rapport dès qu'il soit prêt pour pouvoir justement le diffuser à ceux qui le souhaitent. Merci infiniment. Donc, merci, oui, c'est effectivement très utile. Je sais que c'est une mission impossible de décrire votre organisation en si peu de termes, mais vraiment l'importance de la coordination avec tellement de nombreux acteurs, c'est vraiment clé en matière de prévention et aussi cette approche non sécuritaire qui est effectivement la clé. Monsieur Yeoman, je vais vous passer la parole également pour décrire votre organisation en quelques mots. Merci. Merci bien Céline, merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur la structure que j'ai l'honneur de diriger, appelée Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce, en abrégé CNCMR. Il faut dire tout de suite que la Côte d'Ivoire appartient à une grande communauté appelée la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et depuis 10 ans, la direction de l'alerte précoce de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, a fait des alertes, mais malheureusement, les réponses soit arrivaient tardivement ou n'arrivaient pas du tout. Ils ont tout de suite compris qu'en étant à Abuja, ils ne peuvent pas coordonner, ils ne peuvent pas susciter la réponse de tous les 15 États membres que constitue cette communauté. Alors, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis le 14 juillet 2014 pour décider de commun accord de décentraliser donc ce système d'alerte précoce dans les États pour que chaque État puisse gérer non seulement les alertes, mais les réponses et de coordonner les alertes et les réponses. Et c'est comme ça qu'il a été décidé à Accra que chaque État prenne des dispositions juridiques pour créer dans leurs États un centre national alerte précoce. La Côte d'Ivoire a donc pris le décret de création de son centre le 2 mars 2016. Et donc, depuis 2018, février 2018, ce centre est fonctionnel. Si je calcule bien, ça fait 3 ans, quelques mois que nous fonctionnons. Et donc, initialement, cette structure, c'est-à-dire le Centre national, était placée sous l'ancrage institutionnel de la primature. Mais en 2019, l'ancrage institutionnel a été transféré au ministère d'État, ministère de la Défense, pour une question purement technique et sécuritaire. Quelles sont les missions de ce centre? Entre autres, c'est anticiper sur toutes les menaces, les conflits et autres menaces à la sécurité humaine. Alerter le gouvernement sur toutes les menaces à la sécurité humaine. De coordonner les réponses aux menaces identifiées, de faire le suivi, la mise en œuvre des réponses ou des mesures prises par le gouvernement suite aux alertes données. Il faut dire que le Centre national a 2 organes. Le premier organe, c'est le Conseil statutaire. Ce Conseil statutaire gère donc le centre. C'est-à-dire, il contrôle ses activités, il valide son budget,
etc., etc. Ils sont composés d'une douzaine de membres, tous des ministres et d'autres représentants d'autres structures. Le deuxième organe, c'est la direction, que j'ai l'honneur de diriger. Cette direction est composée du directeur, des experts, analystes qui font le problème, qui gèrent ce qu'on appelle l'analyse des données, plus d'autres personnels que je ne voudrais pas citer tous ici. Et donc, depuis 2018, nous avons produit une cinquantaine de rapports. Et ces rapports sont adressés à l'autorité, c'est-à-dire notre tutelle. Nous parlons de sécurité humaine parce que ici, nous traitons 5 thématiques que sont les crimes et criminalités, la sécurité et la défense, la gouvernance et les droits de l'homme, la sécurité environnementale et la sécurité sanitaire. Dans tous ces 5 domaines, nous avons des spécialistes, c'est-à-dire des experts analystes qui font ce travail. Et donc, depuis 2018, on ne fait que ça. Nous produisons un rapport et le rapport est adressé à l'autorité, comme je le disais tantôt. Ce rapport-là, d'abord, il faut présenter le contexte d'une situation donnée, c'est-à-dire s'il y a une crise ou si nous présentons une menace qui pointe à l'horizon, nous prenons les dispositions d'alerter le gouvernement en faisant un rapport d'alerte. Il y a plusieurs types de rapports. Il y a le rapport d'alerte, le rapport de situation, il y a le rapport d'événement, c'est-à-dire un événement qui s'est produit, nous suivons et nous faisons un rapport critique pour que le gouvernement puisse prendre les mesures idoines. Merci infiniment. Peut-être je vais vous interrompre ici parce qu'on va y avoir encore des questions pour approfondir un peu plus. Et encore une fois, je m'excuse, je sais que c'est une tâche impossible de définir en quelques minutes l'ampleur de ce que fait votre organisation, mais on voit l'importance de l'ancrage institutionnel, de coordonner les réponses et aussi de faire un suivi de la mise en œuvre. Entonces, ahora, señora Upegui, si le puedo pasar la palabra con la misma pregunta, por favor. Bueno, para todos un saludo, gracias Celine por la invitación y un saludo muy especial a mis compañeros del panel. Les cuento frente a mi organización, yo participé o hice parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y Justicia. Es una secretaría que está dentro de la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Y fue creada en el 2016. Esto tiene un pequeño contexto y es Colombia es un país de 50 millones de habitantes. Bogotá es la capital y concentra aproximadamente 7 millones de habitantes. Y Colombia ha venido, digamos, en un desafortunado conflicto interno armado durante 50 años, que afortunadamente ha tenido unos procesos de negociación y un desescalamiento progresivo de ese conflicto, lo cual nos ha permitido como Estado ir pensando o ir detectando otro tipo de problemáticas y pasar de una agenda muy basada o muy concentrada en los temas de seguridad nacional, pasarnos a mirar un poco más todo el tema de seguridad ciudadana. Entonces, después de tal vez 2014, donde empiezan a tomar mucha fuerza las políticas de seguridad ciudadana, las ciudades en Colombia empiezan a crear secretarías de seguridad en sus ciudades. Y Bogotá, en el 2016, crea la Secretaría de Seguridad. Esta tiene como propósito poder identificar, ¿no?, factores de riesgo, diseñar programas para poder mitigar estos factores, coordinar con otras entidades de justicia o con otras entidades de seguridad como principalmente la policía, fiscalía,
y, digamos, desarrollar como todos los proyectos, programas y acciones necesarias para mitigar los delitos de mayor impacto. Nosotros estamos concentrados o estuvimos concentrados en reducción del homicidio, reducción de los hurtos y reducción de las lesiones. En los temas de prevención particularmente, nos hemos basado en los modelos un poco de salud pública, y para eso lo que hemos hecho es buscar identificar factores de riesgo tanto a nivel individual, es como que facilita que ciertos individuos o sean más proclives a ser víctimas o sean más proclives a terminar vinculados a una actividad delictiva, mirar factores de riesgo comunitarios y mirar factores de riesgo de infraestructura. Y sobre eso trabajamos las propuestas para poder mitigar como de estos factores e incidir pues en mejorar los índices de criminalidad. Esa sería la organización. Perfecto, muchísimas gracias y muchas gracias por recordarnos la importancia del papel de las ciudades en ese tema de prevención y también eso de entender a profundidad cuáles son las causas, cuáles son los factores de riesgo para poder abordarlos antes de que eso se transforme en violencia. Creo que voy a seguir contigo entonces para hacerte la próxima pregunta de que ¿cuáles son los argumentos que han utilizado para conseguir el apoyo político a la prevención en su gobierno? ¿Y cuáles son los principales obstáculos que tuvieron que superar y cómo lo hicieron? Bueno, para nosotros como nos basamos mucho en buscar programas que tuvieran evaluación de impacto en otros países y que tuvieran resultados ya medidos, probados, que le permitieran al gobierno local, digamos, tener confianza para poderlo implementar. Esto también facilitó poder identificar aliados a nivel internacional que pudieran venir, ¿no? Como a hablar con nuestro alcalde o con nuestro secretario de seguridad para poder tener una conversación entre pares, ¿no? Entonces, identificar aliados tanto de otros gobiernos como de entidades multilaterales nos facilitó también mucho tener como conversaciones de tú a tú y poder capitalizar un poco aprendizajes que ellos ya habían tenido en la implementación de programas que nosotros estábamos interesados en mirar. Y también nos ha ayudado mucho revisar experiencias dentro del mismo país. Nosotros hemos tenido casos en Cali, que es otra, digamos, Cali y Medellín son como dos de las otras ciudades principales en Colombia, mucho más pequeñas, pero también de una complejidad en términos de seguridad importantes. Y ellos en gobiernos anteriores habían tenido algunas experiencias importantes con resultados de reducción de crimen y delito muy, digamos, comprobada, y eso también nos ayudó a argumentar y a convencer que en este contexto se podía implementar. Y yo creo que como que esa evidencia nos ayudó a argumentar y a convencer a nuestro secretario y a nuestro alcalde de poder invertir, digamos, como todos los temas en prevención. Obstáculos que hemos encontrado es a veces, digamos, las barreras políticas, ¿no? Cuando vemos los cambios de gobierno, por ejemplo, nosotros cada 3 años tenemos cambio de gobierno en las ciudades. Y eso muchas veces implica que haya líneas de trabajo en términos de prevención o programas que con el nuevo gobierno, por razones más políticas que técnicas, pues se modifican, digamos, o como que uno pierde un poco como los avances. Entonces, digamos que ahí hay uno de los principales obstáculos que nosotros pues estamos enfrentando en este momento, y lo que hemos buscado es tener unos terceros actores que nos ayuden a dar continuidad. Actores como la academia o actores como ONGs o centros de pensamiento que nos ayudan a que los temas de prevención no sean solamente
como cobijados en un marco de una bandera política, sino que nos permitan tener más un criterio técnico que le permita dar como sostenibilidad a los diferentes proyectos. Eso sería, Celine. No, pues genial, muchas gracias por resaltar la importancia de los datos, de la evidencia, de la investigación acerca del impacto de la prevención, también de tener aliados nacionales e internacionales en estos temas y eso de tal vez hacer como pilotos, ¿no? Empezar pequeño, empezar en algunas ciudades, mostrar que eso sí funciona y hacer algo más grande. Y eso decide cambio de gobiernos y de buscar cómo asegurar la continuidad. Entonces, muy interesante. Muchas gracias por compartir la experiencia. Madame Fekhi, est-ce que je peux vous passer la parole avec la même question, s'il vous plaît? Comment est-ce que vous avez réalisé ça au sein de votre organisation en Tunisie? Oui. Par rapport donc aux arguments, comme je l'ai déjà cité, donc d'abord c'est un argument lié au mandat légal de la CNLCT. Donc c'est un argument institutionnel. Donc l'ancrage et la constitution de la CNLCT fait de sorte que malgré l'instabilité politique et du gouvernement, donc cet ancrage a permis la continuité du travail de la CNLCT et que ça soit donc c'est important que l'ancrage institutionnel dépasse donc les difficultés de la non-stabilité du gouvernement et les changements des gouvernements qu'on a eu en cours depuis 2011. Donc ça, c'est d'abord un mandat légal, mais aussi également le souci et l'importance d'être en harmonie avec le cadre international, avec notamment donc les résolutions, les exigences de résolution du Conseil de sécurité pertinentes, donc en matière de lutte contre le terrorisme, mais également contre la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Et d'ailleurs, la CNLCT s'est penchée depuis sa mise en place, donc en mars 2016, a adopté la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. D'ailleurs, cette stratégie s'harmonise parfaitement avec le plan d'action national du secrétaire général, le plan d'action international, donc mondial de lutte de prévention d'extrémisme violent de 2016. Donc, en plus du rôle légal de la CNLCT, cette stratégie donc, a permis d'élaborer une vision commune et partagée entre tous les acteurs, dans une approche globale, multidisciplinaire et donc impliquant tous les acteurs publics et ceux de la société civile. Donc, cette stratégie met l'accent en particulier sur le premier pilier qui est le pilier de prévention. Le pilier de prévention, donc, il offre trois niveaux d'intervention et trois niveaux d'intervention, donc c'est pratiquement 19 objectifs. Ces 19 objectifs stratégiques de prévention, ils vont du niveau primaire jusqu'au niveau tertiaire, c'est-à-dire le niveau primaire, comment empêcher, il vise à empêcher l'émergence du phénomène terroriste et de la radicalisation, et ceci à travers donc le renforcement de la résilience individuelle et sociétale à l'extrémisme violent, bien sûr à travers les approches éducatives, culturelles et tout, donc impliquer tous les acteurs, la jeunesse, la femme, tout. Donc ça, c'est le niveau primaire, mais le niveau secondaire, donc ce niveau vise à prévenir le recrutement par des groupes terroristes, donc en identifiant les populations vulnérables et en détectant les premiers signes de changement de comportement, et ceci à travers les mécanismes d'alerte précoce, donc capables d'empêcher ces personnes de passer à l'acte. Et le niveau tertiaire, c'est justement comment récupérer les personnes qui ont été
impliqués dans le terrorisme, mais qui, après la libération et après donc avoir purgé leur peine, justement, comment les orienter vers des programmes de réhabilitation et de réinsertion, et comme ça, donc, intervenir dans toutes les phases du cycle de vie de la radicalisation. Donc, cette stratégie a été déclinée en plan d'action sectoriel et la CNLCT donc, a accompagné tous les ministères justement à élaborer leur propre plan d'action en leur offrant des formations spécifiques en matière de planification stratégique, mais notamment en matière de prévention de l'extrémisme violent et de la pertinence de l'approche préventive. Pour ce qui est peut-être des réticences, donc c'est des défis auxquels on a été confrontés après l'adoption de la stratégie, justement cette déclination vers et cette fédération, parce que la CNLCT c'est une structure nationale, donc c'est plutôt central, et donc cette déclination vers le niveau local, c'était pas évident parce que justement lorsqu'on parle d'extrémisme violent et donc c'est un phénomène extrêmement lié au niveau local, donc c'est un phénomène local par excellence, puisqu'il interagit avec les facteurs locaux et avec tous les conditions là où il se trouve cette population. Et donc, comment fédérer, comment décliner cette stratégie qui est purement nationale vers le niveau local. Donc, la commission s'est penchée. Je vais vous interrompre ici parce que je vais vous donner l'opportunité d'aller plus en profondeur sur cette question avec ma prochaine question, si ça va pour vous. Donc, merci infiniment de mettre en évidence l'importance d'utiliser ces cadres internationaux qui sont développés comme argument pour parler avec le gouvernement et montrer en fait quels sont des espaces politiques pour la prévention, d'ensuite créer une vision commune au sein de votre gouvernement de ce qui vous concerne, de ce qui vous convient dans votre contexte, et puis de faire aussi ce que vous dites en matière de formation, de sensibilisation, d'expliquer aux acteurs l'importance, et finalement cet ancrage dans la loi qui en fait permet d'adapter aux changements de gouvernement qui peuvent changer les politiques. Monsieur Yeman, comment est-ce que ça a été dans votre contexte en Côte d'Ivoire? Quels ont été les arguments qui ont créé l'espace politique pour la prévention? Bien, merci. Merci beaucoup, Céline. Effectivement, comme je le disais au départ, les conflits dans les différents États de la CEDEAO, la montée des nouvelles menaces, tous ces facteurs-là ont suscité l'adhésion de tous les chefs d'État et de gouvernement à prendre une telle décision. Et la décision s'impose désormais à tous ces chefs, puisque c'est eux-mêmes qui ont décidé, sinon la mise en place de ce mécanisme de prévention, de ce mécanisme d'alerte précoce. Donc, véritablement, nous n'avons pas de problème, puisque le système a été suscité par les chefs d'État et de gouvernement. Et donc, nous sommes écoutés, nous travaillons pour le gouvernement, pour l'État de Côte d'Ivoire, et donc, ils sont d'accord pour le travail que nous faisons. Cependant, il y a eu quelques difficultés. Nous avons quelques difficultés. C'est surtout la réponse. Quand nous produisons les rapports, quand nous faisons les alertes, la réponse qui doit revenir, puisqu'on parle d'alerte précoce, c'est-à-dire alerter précocement, rapidement, et donc la réponse aussi doit être rapide pour pouvoir juguler le conflit ou la menace qui se déroule un peu plus loin. Et donc, cette réponse-là est une véritable préoccupation pour nous, parce que si nous nous alertons et que la réponse n'arrive pas, comment solutionner le problème? Donc, c'est notre véritable défi. Et en dehors de cela, je crois que tous les chefs d'État ont adhéré à ce projet-là. Au départ, nous étions 5 États membres qui avons démarré le projet en tant que projet pilote. Il s'agit bien entendu de la Côte d'Ivoire.
du Burkina, du Mali, de la Guinée-Bissau et du Libéria. Mais à ce moment précis, il y a d'autres États, c'est-à-dire sur les 15, il y a 5 qui sont installés. Et depuis un bon moment, nous sommes en train d'installer les autres, enfin, la CEDEAO est en train d'installer les autres États membres. À ce moment, il y a la Guinée, la Gambie, la Guinée, la République de Guinée, il y a le Ghana, le Togo, non pas le Togo, le Bénin. Et donc, nous, en tant que dévanciers, en tant qu'anciens, nous allons partager notre expérience avec eux. J'en veux preuve, je me trouve à Bamako. Bamako pour une formation qui réunit tous les anciens centres et les nouveaux qui viennent d'être mis en place pour échanger, partager nos expériences. Et donc, je pense que nous n'avons qu'à remercier les différents chefs d'État pour avoir compris que pour solutionner les conflits, pour anticiper sur les menaces telles que le djihadisme, le terrorisme et d'autres menaces, il faut que le système fonctionne pour pouvoir prévenir toutes ces menaces. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment, en attendant que d'autres questions vont être posées. Merci beaucoup, Céline. C'est parfait, merci infiniment. Et merci effectivement, c'est la situation idéale quand les hauts dirigeants eux-mêmes ont pris conscience, selon le contexte, qu'il y a vraiment une nécessité de faire de la prévention. Est-ce que vous dites aussi de la collaboration régionale, l'échange de bonnes pratiques pour un soutien à la mise en œuvre dans le contexte national est effectivement un outil extrêmement utile. Donc, j'aimerais aller à la question suivante. Et Madame Feki, je vais retourner vers vous parce que je ne vous ai pas laissé terminer votre réponse. Donc, je vais vous donner l'opportunité de continuer. Pouvez-vous décrire un résultat positif de vos efforts de prévention dont vous êtes particulièrement fiers et qu'est-ce qui l'a rendu possible? Donc, Madame Feki, je vous passe la parole. Oui. Justement, pour revenir à la question des défis auxquels on était confrontés, donc c'était pour nous comment fédérer donc vers le niveau local, et donc on a opté pour l'ouverture et le déplacement vers les régions du pays, justement à tenir nos réunions périodiques dans les régions. Donc, en présence des autorités locaux, monsieur le gouverneur et les représentants des municipalités, mais également avec les échanges avec les associations locaux. Et c'était une occasion justement pour présenter la stratégie, le pilier de prévention, mais justement pour garantir l'adhération de tous ces acteurs dans cet effort national de prévention de l'extrémisme violent. Donc, cette ouverture de la CNLCT envers ces acteurs locaux a permis justement, à cet échange, a permis de renforcer les liens de coopération entre donc, et de collaboration entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Il y a également, la réticence a été également constatée pour le secteur privé, dont l'implication à cet effort a été très limitée et même dire même inexistant, parce que vous savez, donc le secteur privé, sa vision c'est beaucoup plus vers le profit, le gain, donc c'est vraiment comment enraciner cette culture de prévention et d'investissement dans l'approche préventive, justement pour convaincre d'adhérer à cet effort. Et sur ce plan-là, donc il y a eu une étude qui a été commanditée, donc elle n'est pas encore finalisée, mais elle a été commanditée dans le cadre de la coopération entre la CNLCT et le PNUD, Programme de développement des Nations Unies, donc en Tunisie. C'est une étude sur les coûts économiques de l'extrémisme violent en Tunisie. Elle a été donc justement pour engager, pour mettre l'accent sur l'intérêt d'être engagé et d'être adhéré à
à cet effort et à ces efforts, justement parce que il y a un coût, donc c'est le coût économique de l'extrémisme violent en Tunisie. Le terrorisme et l'extrémisme violent touchent en premier lieu justement les entreprises, touchent le secteur privé, c'est le plus impacté et c'est beaucoup plus, généralement, c'est beaucoup plus difficile pour reprendre les activités. Et donc, il faut les impliquer dans cet effort justement pour empêcher pour plutôt favoriser cet engagement. Le troisième, peut-être, chose qu'on a déjà pensé à faire, justement, c'est la création, parce que la centralisation de la CNLCT nous a poussé justement à développer un réseau de correspondants régionaux. Donc, ce sont les points focaux pour qu'il y ait un référent de la CNLCT dans les régions, dans les gouvernorats de Tunis. Donc, on a maintenant 48 points focaux, ce sont les correspondants de la CNLCT dans les localités parce qu'ils sont les mieux à connaître la région, à connaître les problématiques liées à la compréhension de ce phénomène, mais également à développer donc cette dynamique locale entre les différents acteurs, chose qui n'est pas traditionnellement faite parce que généralement la collaboration entre les acteurs étatiques et non étatiques, c'est pas toujours évident. Donc la CNLCT a œuvré justement à développer cette collaboration à travers donc les points focaux et les correspondants régionaux. Merci infiniment pour ces exemples. C'est des exemples extrêmement utiles, encore une fois, parce qu'effectivement, de mettre l'accent sur la différence qu'il y a en termes de prévention au niveau local. Chaque localité aura leur dynamique spécifique et quand on fait de la prévention, il y a vraiment une nécessité de comprendre ces différents contextes. Et le deuxième point auquel vous faites référence, c'est important d'impliquer vraiment tous les acteurs de la société au sein de la prévention, parce que finalement, ce dont on a besoin quand on fait de la prévention, c'est que tous les acteurs deviennent des acteurs de prévention. Donc, d'avoir autant le gouvernement, la société civile, etc., et le secteur privé, comme vous mentionnez. Et encore une fois, de mettre l'accent, comme le disait Madame Oupegui, sur l'importance d'avoir des preuves de la recherche qui montrent effectivement le coût de ne pas faire de prévention finalement. Donc, Monsieur Yeoman, j'aimerais me tourner vers vous et vous poser la même question encore une fois pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. OK. Donc, nous avons fait beaucoup d'actions, nous avons eu beaucoup de résultats. On ne pourrait pas dire tous les résultats ici, mais je vais citer quelques-uns. Dans le cadre, par exemple, de la gestion de la pandémie COVID-19, nous avons produit des rapports et des recommandations. 3 de nos recommandations ont rencontré l'adhésion du gouvernement, c'est-à-dire, je ne dirais pas que c'est ça qui a fait que le gouvernement a décidé, mais il se trouvait que ce que nous avons recommandé fait partie des décisions du gouvernement. Par exemple, à un moment donné où on ne trouvait pas de masques, nous avons proposé que des masques soient produits de façon locale avec le contrôle hygiénique du ministère de la Santé. Et ça a été autorisé. Nous avons également demandé que tous ceux qui se déplaçaient de la grande capitale, c'est-à-dire Abidjan, vers l'intérieur, qu'un contrôle systématique soit fait, un test systématique soit fait pour éviter que les gens aillent contaminer ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ça, c'est un exemple. Et deuxième exemple qui touche la prêche d'un imam, prêche qui s'apparentait un peu à un lavage de cerveau, qu'aujourd'hui on appelle communément radicalisation. Cet imam a été interpellé et gardé à vue à la police. Et nous avons écrit, nous avons recommandé que ce dernier-là puisse être libéré parce que s'il est dedans,
on ne pourra pas le suivre, on ne pourra pas non plus suivre son réseau. Et le gouvernement nous a entendus. Il a été libéré et puis les services compétents l'ont suivi, ils l'ont tracé et aujourd'hui, je crois que il a été cerné et donc il n'arrive plus à faire cette activité-là. Parce que si on ne le faisait pas, certainement que les jeunes gens qui sont qui écoutent ces prêches-là allaient être transformés et on aurait eu de futurs certainement djihadistes ou terroristes. Et donc, nous saluons la décision du gouvernement. Voilà 2 exemples que je pourrais donner. Il y a même plusieurs exemples. Il y a eu une marche politique organisée par l'opposition et certains membres de la société civile qui ont voulu marcher en plein plateau. Plateau, c'est le centre des affaires et en plein jour ouvrable, ce qui allait créer pas mal de problèmes. Nous avons également fait des recommandations et le gouvernement nous a compris. La marche a été interdite et donc ça a évité qu'il y ait beaucoup de dégâts. Voilà quelques exemples et c'est ça qui nous encourage à continuer puisque nous sommes suivis. Ça veut dire que notre gouvernement veut qu'on fasse le travail. Et je voulais souligner rapidement pour dire que ce travail ne se fait pas, on ne le fait pas seul. Nous avons aussi des collaborations. Toutes les structures techniques de l'État, nous les avons approchées, nous avons échangé, expliqué nos missions. Ils ont compris et on a même demandé des points focaux avec qui on peut échanger. Et chaque année, on a travaillé ensemble, on a produit 2 études et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et donc, au plan international également, nous collaborons avec toutes les institutions internationales qui sont représentées dans le pays en vue de la collecte d'informations également. Parce que l'information, il faut ratisser large pour avoir plus d'informations. Et c'est ce que je voulais ajouter à ce point. Merci beaucoup. Merci infiniment et merci. En fait, c'est très effectivement rassurant de voir que le gouvernement prend en considération vos recommandations et ça montre que la manière dont le système a été mis en place est efficace pour que vos recommandations arrivent directement aux décideurs politiques. Entonces, señora Upegui, por favor, la misma pregunta y antes de que responda, j'aimerais juste dire aussi aux personnes qui ont des questions dans l'audience, si vous voulez mettre vos questions dans le chat, parce qu'il ne nous reste que 15 minutes, donc on risque de pas forcément avoir énormément de temps pour parler après. Donc, si vous avez des questions pour les panélistes en parallèle, ils peuvent aussi répondre un peu à vos questions dans le chat. Señora Upegui, por favor. La misma pregunta para mí, ¿cierto, Celine? Exactamente, por favor. ¿De qué estás orgullosa en términos de prevención que has hecho con la secretaria? Perfecto. Yo creo que el resultado más impactante, el que estamos profundamente orgullosos, es la reducción de los homicidios en Bogotá entre los últimos pues años en los que estuvimos ahí en el gobierno de la ciudad y pasamos de una tasa de 18 homicidios por 100.000 habitantes a 13, una disminución de 5 puntos en los homicidios de una ciudad como Bogotá, que es un gran, digamos, es un gran logro. Y otra reducción muy importante del 19% en todo lo que tiene que ver con lesiones personales. Esto, digamos, se traduce pues en casi fueron 300 vidas que logramos durante el año de alguna manera pues proteger, ¿no? Entonces ese es como el resultado más contundente en materia de seguridad ciudadana en Bogotá que tuvimos en la Secretaría. ¿Esto cómo se logró? Entonces voy a dar como 3 ejemplos de programas que implementamos y que nos ayudaron a obtener estos resultados. El primero tiene que ver con la focalización. Es muy probable que para todos los que estamos administrando
recursos públicos, sepamos que es limitado el tiempo, es limitado el recurso humano, es limitado el presupuesto, por lo tanto los ejercicios de focalización son muy oportunos y pues de alguna manera nos ayuda a administrar mejor los recursos que tenemos y a concentrarlo en donde se necesitan. Entonces, nosotros identificamos 50 entornos en la ciudad de Bogotá, donde se concentraba alrededor del 25% de los homicidios y el 40% del hurto. En esos entornos logramos intervenciones tanto de otras instituciones locales como todo el arreglo de la infraestructura, todo lo que tiene que ver con iluminación, con recogida de basuras, con que los lugares fueran mucho más agradables, con presencia permanente de policía y digamos que ahí logramos una reducción importante tanto de indicadores asociados a percepción como indicadores concretos de seguridad. Ese es, digamos, como uno de los programas bandera. El segundo tiene que ver con el trabajo específico con algunos actores que pueden cambiar, digamos, como ciertas dinámicas dentro de los entornos. En este caso, tuvimos una alianza con sector privado y con la Universidad de los Andes, con la academia, para desarrollar un programa en el marco de la responsabilidad social del sector privado. Ellos son una empresa que produce licor, ¿no? Como que entonces en el marco de responsabilidad social buscaban promover consumo responsable. Hicimos un trabajo con los bares, con los dueños de los bares y de las tiendas, para que ellos lograran vender más agua y más comida, de tal manera que se disminuyera el consumo de alcohol y por lo tanto incidiera en mejorar lesiones o problemas de convivencia. Ahí logramos aumentar el consumo tanto de agua como de comida y tuvimos una disminución en problemas de convivencia asociados a tema de alcohol. Y el tercero es todo lo que tiene que ver con hacer comunidades fuertes. Tuvimos un programa importante de participación ciudadana y es poder lograr que las comunidades sean mucho más activas y que la comunicación entre ellos sea mucho más fuerte para poder promover corresponsabilidad de todos los actores y que también los ciudadanos se vinculen en identificar, denunciar y desarrollar como mecanismos para poder cuidar su barrio. Y eso nos ayudó también a promover una cultura digamos, de la responsabilidad y del cuidado. Eso, digamos, como para resumir. No, pues, muchas gracias. Eso de salvar vidas, pues de la reducción de los homicidios es lo que más sentido da a nuestro trabajo de prevención finalmente. Y yo creo que mostraste también la importancia de lo local, como lo hacía la señora Feki, de decir que cada entorno tiene factores de riesgos específicos y que se necesita realmente la implicación de todos los actores para ayudar a abordar esos factores de riesgo y también los factores de resiliencia de las comunidades, de entender que ellos también tienen fuentes de resiliencia y cómo nos podemos ayudar a utilizarlas. Te voy a hacer también la última pregunta, ya que estamos hablando en español, ¿para qué cambiar? Y entonces la última pregunta sería, basado en tu experiencia, ¿qué consejos darías a las personas que están en esta audiencia hoy, que quieren crear un programa de prevención de violencia en otro país, para asegurarse de que las partes interesadas se impliquen efectivamente en su aplicación y proporcionen el apoyo político necesario? Y tenemos como 6 minutos hasta el final de la sesión, entonces le voy a hacer la misma pregunta a los 3 ponentes. Si ustedes pueden hacer respuestas cortas, yo sé que eso es una tarea imposible, pero por favor lo que puedan hacer. Muchas gracias. Bueno, lo primero que yo les diría es que busquen, digamos, experiencias que ya están evaluadas. Hay ya muchos esfuerzos en otros países y en otras ciudades donde hemos tenido muchos aprendizajes y lo mejor que uno puede hacer es no empezar desde cero, sino hacer ajustes sobre algo que ya sabemos que ha venido funcionando. Y esa, digamos, tal vez es como la posibilidad de avanzar más rápido en el camino de la prevención.
Lo segundo es, en la medida de lo posible, como incluir dentro de, como darle una institucionalidad a los temas de prevención. Esto no puede ser como un tema accesorio que dependiendo del gobierno de turno lo incluya, sino que cuando todos los temas de prevención están incluidos dentro de las instituciones y hay una área o un equipo ¿no? concentrado en mirar los temas de prevención, eso facilita que se institucionalice y que se garantice la sostenibilidad. Lo tercero sería en todos los planes de gobierno definir líneas específicas de prevención ojalá primaria, secundaria y terciaria, y que quede amarrado a los planes de gobierno, no que sean programas que de pronto se le van ocurriendo a uno y a otro, sino dentro de la planeación, digamos como incluido y concebido y estén destinados los recursos para desarrollar esos programas. Y lo último, y para mí, digamos, muy relevante, es incluir todos los temas de evaluación desde el principio de los temas de prevención. Muchas veces trabajamos mucho, tenemos mucho desgaste y no sabemos a la ciencia cierta qué funcionó y qué hay que mejorar. Entonces, vincular desde el principio también mecanismos de evaluación nos dan a todos la tranquilidad técnica de estar yendo hacia donde corresponde, y si no, nos dan también las luces para saber dónde ajustar, y es tal vez lo más serio que los ciudadanos también esperan. Entonces, y eso nos ayuda también a vincular otro tipo de actores, ¿no? Que nos dan la tranquilidad de saber que los recursos que estamos invirtiendo están orientados hacia donde toca. Eso sería como mis recomendaciones. Muchas gracias, muy claras, muy útiles, muy fácil muy fácil de implementar las recomendaciones, pero muchas gracias. Monsieur Yeoman, si vous voulez nous donner aussi quelques conseils, s'il vous plaît. Je vous ai passé la parole. Est-ce que vous m'entendez? Je voulais vous demander si vous pouvez également nous donner quelques conseils pour conclure ce panel. D'accord. Merci beaucoup. Merci Céline. Je crois que Maria a dit beaucoup de choses que nous avons voulu dire, mais pourtant nous avons besoin de parler également. Hein. Donc, selon Maria, on ne démarre rien à zéro. Il y a déjà des expériences ailleurs dont il faut s'inspirer. Ça, c'est un. De deux, il y a un proverbe, un ada qui dit « Ensemble, nous sommes forts, mais seuls, nous sommes faibles ». Vous voyez, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest s'est mise ensemble. Les membres se sont mis ensemble et ensemble, nous travaillons. Je conseillerais à tous ceux qui veulent mettre un système d'alerte précoce de consulter, en Europe certainement, on ne va pas parler de régions, mais en tout cas des pays qui sont vraiment proches, et de mettre leurs efforts ensemble pour créer quelque chose avec l'adhésion de leurs chefs d'État, comme par exemple l'Union européenne. Un exemple que je cite, ils se mettent ensemble comme les États-Unis. Quand on se met ensemble, on fait des choses formidables. Donc, je leur demanderai de se mettre ensemble, à l'instar de la CEDEAO, pour créer donc un système qui sera très efficace et qui va permettre de mettre la stabilité, gage d'un développement durable dans leur région. Merci. Merci infiniment. Madame Fekki, je vous laisse la parole pour terminer cette session. Oui, merci. Donc, justement, pour revenir à votre question, pour moi, d'abord, l'ancrage institutionnel légal est très important, qu'il soit donc une institution ou un cadre légal déjà qui réglemente la question de prévention. Le cadre stratégique permet donc également d'avoir cette compréhension commune et partagée, une vision partagée par tous les acteurs. Donc là où il y a cette feuille de route qui va rassembler tous les acteurs autour du même effort. Ça, c'est très important. C'est vrai, donc investir dans la prévention,
à moyen et à long terme, c'est un effort qui ne séduit pas malheureusement les décideurs politiques. Donc, dans la mesure où il s'agit d'un investissement de longue haleine, là où il va donner les fruits donc à des périodes, peut-être à des générations futures et qui dépassent généralement les mandats auxquels les gouvernements sont en place. Donc ça, il faut que les sociétés, les communautés soient conscients que c'est un effort qui doit émaner d'eux. Donc la communauté, c'est leur responsable, c'est pas leur responsabilité, mais c'est à eux quand même de commencer, de faire le pas vers cette question de prévention précoce. Également, donc, le travail, la pertinence de la prévention également, on peut convaincre les décideurs que c'est une approche qui permet de libérer donc ces décideurs de la tyrannie de l'urgence et éviter qu'ils jouent généralement toujours le rôle des pompiers, donc, mais également tout en assurant des résultats durables et pérennes. La troisième, et je conclus avec celle-là, justement, il faudrait favoriser et appuyer les initiatives de recherche et d'analyse spécifique au contexte de chaque région cible. Donc, il faut une meilleure compréhension pour pouvoir justement pouvoir développer les bonnes interventions et les réponses idoines à chaque problème qui soit dans cette locale. Donc, l'importance des recherches, c'est très important, et établir les passerelles entre les résultats de ces recherches et les politiques publiques de prévention. J'ai omis, non, c'était avant la dernière. Je voudrais quand même conclure avec cette quatrième, c'est insister, souligner l'importance de la coopération internationale, justement, qu'il faudrait développer les partenariats donc avec la communauté internationale de manière à ce que les fonds, l'appui technique et financier soient orientés beaucoup plus vers le domaine de la prévention de l'extrémisme violent. Merci. Merci infiniment aux panélistes qui ont vraiment donné des perspectives vraiment enrichissantes, et on espère que ça a été utile pour certains d'entre vous et que ça va inspirer à mettre en œuvre plus de programmes de prévention à travers le monde. Donc merci infiniment, on a dépassé notre temps. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir.